Vous l'avez peut-être constaté vous-même en regardant nos vidéos sur le Club Med, Oka, Lu ou encore Asmodée. Toutes ces entreprises dont on vous a raconté l'histoire sont d'origine française et appartiennent désormais à des sociétés ou des actionnaires étrangers. Ce constat, c'est le point de départ de cette vidéo. Au fil des mois, à la rédaction, on s'est demandé si ces exemples qu'on voyait passer cachaient quelque chose de plus profond. En fait, cette réflexion a déjà été entamée dans le dernier macro. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé des entreprises stratégiques dont l'État peut conditionner ou bloquer la vente avec son mécanisme de contrôle des investissements étrangers. Si vous ne l'avez pas vu, il est disponible juste ici. Maintenant, il est temps de s'attaquer à une question plus générale. La France se fait-elle vraiment racheter ? Si on pose cette question aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience. Les entreprises ont une nationalité. Avec la mondialisation et la phase dite de mondialisation heureuse, il y avait une sorte d'illusion multinationale, l'impression qu'au fond, des grandes entreprises n'avaient plus de nationalité. Geoffroy Roux de Bézieux a longtemps été président du MEDEF, l'organisation patronale. En 2024, il a réalisé un rapport sur la sécurité économique des entreprises. Il a sondé plus d'une centaine de patrons sur cette question de la nationalité notamment. Cette illusion, je pense, est en train de voler en éclats parce que les tensions géopolitiques, alors les plus récentes évidemment, mais ça remonte à une dizaine d'années, ont remis en selle en quelque sorte la nationalité d'une entreprise qui reste dans son ADN. Et on voit des gouvernements, à commencer évidemment par le gouvernement américain, donner des injonctions à un certain nombre d'entreprises. Et pour déterminer la nationalité d'une entreprise, il y a tout un ensemble d'indices à regarder. La nationalité des actionnaires, des dirigeants, le pays où sont installés les outils de production et aussi la façon dont elle est perçue de l'extérieur. On parle aussi plus de la nationalité des entreprises parce que le protectionnisme économique incite les États à défendre leurs entreprises et qu'il revient en force depuis une dizaine d'années avec notamment la fameuse affaire Alstom en France. Mais concrètement, combien d'entreprises françaises ont été rachetées depuis l'affaire Alstom ? Ces chiffres-là, ma collègue Anne Driff a pu les obtenir. Et ils racontent une réalité un peu plus nuancée que l'idée que la France se ferait complètement racheter. Notamment parce que les entreprises françaises, on l'oublie souvent, rachètent elles aussi beaucoup d'entreprises étrangères. Si on a ces données, c'est grâce au London Stock Exchange Group qui possède la bourse de Londres. Ce groupe agrège aussi les données sur tous les deals entre les entreprises, les fameuses fusions et acquisitions. Et ils les ont rassemblées pour les Échos dans de gros tableaux Excel. Grâce à ces données, on apprend qu'entre 2016 et 2025, environ 17 000 entreprises françaises ont été rachetées par des acquéreurs étrangers pour un total de 680 milliards de dollars. Et sur ces données, on peut aussi voir d'où viennent les acquéreurs des entreprises françaises. En tête de classement, de loin, il y a les États-Unis. Depuis l'affaire Alstom, il y a à peu près 144 milliards en fait, d'acquisitions qui ont été menées des États-Unis vers la France. En fait, c'est assez clair, on peut dire que les États-Unis ont fait de la France, comme du reste de l'Europe, un peu leur précaré. Au total, un peu plus de 1700 entreprises françaises ont été rachetées par des Américains depuis 2014. Sur cette période, les 3 plus gros rachats américains sont Alstom, Doliprane et Technip, un groupe parapétrolier. Après les États-Unis, ce sont globalement des pays plus proches de la France qui y achètent des entreprises. La Suisse, le Royaume-Uni, le Luxembourg et l'Allemagne, pour des montants beaucoup plus faibles. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la Chine est plus bas dans le classement, avec presque 200 entreprises rachetées pour un montant total de 16 milliards de dollars. Mais inversement, en fait, ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que les Français ont acheté pour 100 milliards de plus, en fait, aux États-Unis. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les entreprises françaises ont fait plus d'acquisitions aux États-Unis depuis 2014 que l'inverse. Donc c'est vraiment un marché cible pour les groupes français. Donc ça va un peu à rebours du discours ambiant autour du pillage des Américains, notamment en France. Parmi les plus gros rachats français, il y a Tiffany & Co racheté par LVMH, propriétaire des Échos, Airgas par Air Liquide et WhiteWave par Danone. Et en dehors des États-Unis, les Français rachètent aussi beaucoup d'entreprises au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne. Ce qui fait que dans l'ensemble, depuis une dizaine d'années, les entreprises françaises achètent plus à l'étranger que les entreprises étrangères en France, à la fois en valeur et en nombre d'acquisitions. Et honnêtement, c'est ce qui m'a le plus surprise en préparant ce sujet.
Entre 2016 et 2025, les entreprises françaises ont racheté environ 19 000 entreprises étrangères pour un montant total de 854 milliards de dollars. On a donc une réponse claire à une partie de la question de cette vidéo. Est-ce que la France se fait racheter ? Pas vraiment si on compare les rachats étrangers en France aux rachats français à l'étranger. Le fait que les grands groupes français vont à l'étranger chercher de la croissance, ça montre quand même qu'il y a une certaine compétitivité et qu'ils ont une certaine agilité en fait à aller vers l'extérieur. Mais ce serait réducteur de s'arrêter là parce que les rachats étrangers des groupes français ne racontent pas totalement ce qui se passe en France. Pour mieux comprendre la situation, il faut dézoomer un peu. Les rachats d'entreprises françaises ne sont qu'une partie d'un concept plus large, les investissements directs étrangers, les IDE. Les IDE, c'est le carburant de la mondialisation. C'est quand une entreprise investit durablement dans un autre pays. Ça regroupe 3 catégories d'investissement. Les créations de sites, les extensions de sites existants et les rachats. En France, on cherche beaucoup à attirer ces fameux IDE. Par exemple, avec les sommets Choose France. Parce que les IDE peuvent créer des emplois, améliorer la productivité et stimuler le développement technologique. En gros, c'est potentiellement un moteur de croissance. Depuis 2019, la France est la championne d'Europe des IDE. Pour nous, l'enjeu, c'est de réussir à développer des secteurs qui permettent de créer demain beaucoup de valeur, c'est-à-dire beaucoup de richesse. Thomas Gébine est économiste au Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Et donc pour cela, on essaye de faire appel à ces investisseurs étrangers pour nous aider justement, d'une part, à avoir plus de capital qui permet d'investir et d'autre part, et ça c'est un problème qui est de plus en plus spécifique à l'Europe, c'est aussi pour rattraper une partie du retard technologique qu'on a accumulé. Là, Thomas Gébine vient de mentionner 2 raisons pour lesquelles on va chercher ces IDE. On va d'abord se concentrer sur la première, avoir plus de capital. En France, il y a beaucoup d'épargne qui pourrait servir à investir. Ça représente 6 600 milliards d'euros. Mais les Français placent leur argent surtout dans des produits peu risqués, comme l'assurance vie ou le livret A. Au passage, on pourrait faire un macro spécifiquement là-dessus. Et l'épargne française ne va donc pas beaucoup dans des placements en actions ou en fonds d'investissement, qui eux servent à soutenir la croissance des entreprises et surtout des entreprises innovantes. C'est une des raisons qui fait que les entreprises françaises manquent de fonds propres. On a besoin de capitaux étrangers parce qu'on n'a pas de grands fonds ou très peu de grands fonds, notamment en capital risque et en technologie, capables d'assurer des tours de table très significatifs. Mistral est un très bon exemple. Les premiers investisseurs ont été franco-français, mais assez vite, ils ont été obligés d'aller chercher des capitaux ailleurs, et en l'occurrence des capitaux américains, et puis une grande entreprise néerlandaise. Les investisseurs étrangers sont aussi recherchés parce qu'ils sont capables de prendre plus de risques que les investisseurs français. Ils ont des énormes fonds de retraite qui viennent investir de fait chez nous au travers des fonds d'investissement et qui vont prendre du risque et qui vont assumer la perte. C'est aussi un rapport à l'échec qui est pas du tout le même entre les États-Unis et la France, voire les Européens notamment. Mais les IDE ne sont pas toujours inoffensifs. Dans certains cas, au lieu de créer de l'activité sur le territoire, les entreprises étrangères profitent d'un rachat pour capter les technologies et délocaliser. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000 pendant la grosse vague de désindustrialisation. Et c'est ce qui a poussé à renforcer le contrôle des investissements étrangers en France pour protéger les entreprises stratégiques, comme je vous l'ai raconté dans le dernier macro. Ce risque existe encore, mais aujourd'hui, la France et l'Europe plus largement sont confrontées à un défi particulier. Aujourd'hui, l'enjeu pour l'Europe et en partie pour la France, c'est qu'on a accumulé un retard technologique dans certains secteurs. On peut penser notamment au secteur des batteries. Donc ça peut être intéressant d'attirer des investisseurs chinois, par exemple, afin de procéder à des transferts de technologie. Autrement dit, les IDE et donc les rachats d'entreprises deviennent nécessaires dans certains secteurs pour réindustrialiser, pour reconstruire certaines filières industrielles et moins dépendre de l'étranger à terme. Faut pas oublier que pendant 30 ans, toutes les entreprises occidentales qui s'installaient en Chine, notamment automobiles, étaient obligées d'avoir un actionnaire chinois avec lequel elles partageaient la technologie. Et c'est comme ça, on ne va pas se tromper, que les Chinois ont fait du transfert de technologie. Et j'ai à dire bravo à eux d'une certaine manière. Maintenant, on est en retard dans un certain nombre de domaines. Et donc, je pense qu'il faut faire la réciproque. Vous avez le droit de vous installer en Europe, vous avez le droit d'investir.
mais sous forme de joint venture avec des partenaires européens. Début 2026, la Commission européenne a lancé un projet de loi dit d'accélération industrielle. Le texte doit permettre d'imposer des règles strictes aux investisseurs étrangers, comme le transfert de technologie, l'emploi local ou encore le sourcing européen. S'il est voté, ce texte sera un outil de plus pour que les rachats étrangers servent à booster l'économie plutôt qu'à la détruire. Comme vous l'aurez compris, on peut quantifier la question des rachats, mais c'est très difficile de la qualifier. Dans certains cas, la France est gagnante et dans d'autres pas. Et c'est d'ailleurs ces derniers qui sont le plus souvent médiatisés. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce sujet, c'est qu'il ouvre plein de débats sur l'épargne, sur la désindustrialisation ou encore sur la compétitivité de l'Europe. Si ces sujets vous intéressent, dites-le nous en commentaire, on est toujours preneurs d'idées et abonnez-vous, c'est hyper important pour nous.